Bonjour et bienvenue sur cette édition de Chronique du monde arabe du lundi 24 octobre 2016. Cette chronique hebdomadaire est diffusée par Radio Escapade, la radio française de Copenhague. Elle tente de rapporter en une dizaine de minutes des événements de la semaine dans le monde arabe qui n'ont pas ou peu été traités par la presse française. Alors cette chronique n'a malheureusement pas pu être enregistrée en direct, mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez l'écouter par ce podcast. Et tout de suite, prenons la direction des vacances d'été et plus exactement de la fin des vacances d'été. Vous revenez tranquillement d'Égypte, où vous avez passé tranquillou bilou des vacances de rêve et vous avez pu visiter les pyramides. Et vous êtes à la douane française et vous croisez d'un coup le regard soupçonneux d'un douanier qui tente de savoir si vous avez une contrefaçon dans vos affaires. Alors une sueur froide vous prend subitement, car ce que vous pensez essayer péniblement de cacher dans votre valise, ce n'est pas une paire de chaussures Nike ou un polo Lacoste, eh bien c'est un livre. Et oui, le livre de contrefaçon, de piratage est un vrai sport national en Égypte, notamment depuis la révolution de 2011, qui a vu d'une part les gens s'ouvrir à d'autres formes d'écrits, qu'on cachait quand même avant la révolution, et d'autre part les gens avoir de moins en moins d'argent, à cause de la crise économique qui touche l'Égypte depuis maintenant au moins 3 ans. Et le livre, du coup, de piratage s'est développé dans la société égyptienne. Pour trouver un livre piraté, rien de plus simple. Si vous connaissez l'Égypte, il suffit d'aller au Caire, place Tahrir, qui est au centre du Caire. Vous prenez la rue Talat el-Harb et normalement vous devriez trouver sur cette rue des gens qui sont sur des matelas, qui vendent des livres qui sont magnifiques et qui sont édités dans des presses clandestines. Alors il y a deux types en fait de livres piratés. Soit les presses clandestines, soit les maisons d'édition, tout ce qui est de plus officiel, mais qui font de l'impression sauvage, c'est-à-dire ils prennent des livres et ils payent aucun droit d'auteur ou aucun droit de traducteur à quiconque et ils impriment eux-mêmes des manuscrits qu'ils jugent bons. Les livres piratés peuvent aller jusqu'à 25% du prix initial, donc 4 fois moins cher qu'un prix d'une maison d'édition un peu officielle, ce qui ne plaît pas évidemment à certaines maisons d'édition, notamment la maison d'édition libano-égyptienne Dar el-Sholouk, qui faisait part cette semaine de son incompréhension face à l'inaction notamment du pouvoir égyptien. Dar el-Sholouk, c'est quand même une maison d'édition importante, c'est celle qui a édité le prix Nobel de littérature égyptien, Naguib Mahfouz, et plus récemment Alal Aswani, dont le livre Imarat el-Yacoubian, Immeuble Yacoubian, a été un best-seller dans les années 2000. Le problème pour le gouvernement, c'est sans doute que le marché informel du livre est tentaculaire, difficilement appréhensif, même pour un pouvoir comme l'Égypte, qui est devenu autoritaire et qui essaye de contrôler la culture. Alors, ce contrôle de la culture existe néanmoins en Égypte. Et c'est mon deuxième sujet. Il existe, par exemple, dans des festivals culturels, notamment un festival qui a eu lieu ce mois-ci, qui est le Festival international de la bande dessinée du Caire. La bande dessinée en Égypte, c'est quelque chose de culturel, d'historique. En fait, la bande dessinée est très ancienne dans l'histoire de l'Égypte. Il y avait déjà des comics dans les années 1870, donc il y a 140 ans, avec une revue qui s'appelle la revue Rawda el-Madaris el-Masriya, l'école maternelle égyptienne. Et c'est un art qui est politique. Notamment dans les années 20, il y avait une revue égyptienne qui s'appelait l'Awlad, les garçons, qui éditait des bandes dessinées politiques et critiques à l'égard du pouvoir colonial britannique en Égypte. Donc il y a une vraie tradition de bande dessinée en Égypte. Cette tradition se perdure et c'est pour ça qu'il y a un festival de la bande dessinée, mais qui est quand même contrôlé par le régime. Je vous laisse juge, les tables rondes l'an dernier, c'était des tables rondes plutôt liées à la politique et la bande dessinée. Il y avait une table ronde qui s'intitulait « Histoire et politique de la bande dessinée dans le monde arabe ». Il y avait une autre table ronde qui s'intitulait « Le nouvel élan de la bande dessinée dans le monde après 2011 », donc après la date des révolutions arabes. Cette année, les thèmes sont quand même nettement moins polémiques en apparence. Il y a un thème de table ronde qui s'appelle Génération BD, point d'interrogation, avec un S, génération ou pas. 2016, la BD dans la diversité de ses racines. Donc on fait appel, comme assez souvent finalement dans le monde arabe, en tout cas dans d'autres pays comme la Tunisie, au thème du patrimoine ou de l'identité, parfois pour détourner un débat politique.
Le livre de la bande dessinée est un instrument politique. L'invité d'ailleurs de l'Institut français dans le cadre de ce festival, c'est Thomas Azuelos, qui a mis en BD un roman important de Sonala Ibrahim, qui traite de la liberté d'expression en Égypte. C'est un roman qui s'appelle Le Comité, qui est d'ailleurs en France édité à Actes Sud édition, mais ce roman traite de la liberté d'expression autant de Moubarak dans les années 80 et non pas en 2016 évidemment. Alors, le livre et la culture sont des instruments au cœur de la vie politique égyptienne. Ce sont également des instruments importants du soft power égyptien dans le monde arabe et dans le domaine culturel. Alors, le rayonnement culturel égyptien a toujours existé. Il était très fort, par exemple, dans les années 60-70, où la politique de Nasser essayait de promouvoir des chanteurs comme Kalsoum, par exemple, dans le monde arabe, qui étaient très connus. Mais ces temps-ci, et cette semaine en particulier, on a vu qu'il y avait également une vraie politique égyptienne qui tentait de s'implanter dans différents pays du monde arabe. Je vais donner deux exemples, qui sont deux exemples de cette semaine. L'un se trouve au Soudan, l'autre à Alger. Au Soudan, il y a la deuxième édition de la Foire internationale du livre qui vient de s'ouvrir, avec une occasion alors pour le pouvoir central de démontrer qu'on est dans un pays apaisé et ouvert, parce que vous le savez, le Soudan a connu certains conflits ces dernières années, notamment avec entre le Soudan, le pouvoir central, et le Soudan du Sud. Et Hassan Badawi a essayé de montrer, le ministre de la Culture, a essayé de montrer que la culture était au cœur de l'action du gouvernement. Il va ouvrir 1000 bibliothèques. Il y a également une annonce comme quoi, alors c'est assez rigolo, ils vont pas confisquer de livres cette année à la foire du livre, contrairement à ce qui s'était passé l'an dernier, parce qu'ils disent que le Soudan essaie de s'ouvrir à la liberté d'expression. C'est une foire qui également permet au gouvernement d'essayer de recréer un roman national, une identité nationale dont Khartoum, le pouvoir central, la capitale, serait le centre. Il y aura notamment un hommage prévu à un poète qui s'appelle Jamal Mohamed Ahmed, qui est un écrivain soudanais qui est mort il y a peu, et donc on essaye de recréer des grandes figures nationales. Mais cette foire, elle est aussi l'occasion pour le pouvoir égyptien, je reviens à mon thème de départ, d'exercer son soft power. Sur les 300 maisons d'édition, il y aura 300 maisons d'édition présentes à la foire de Khartoum. Sur les 300, il y en aura une centaine qui sera d'origine égyptienne. La plupart des livres qui seront vendus à Khartoum, en tout cas une bonne minorité, sera donc d'origine égyptienne. Et d'autre part, ça c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est que il va y avoir l'annonce de la création d'un centre culturel en hommage et pour regrouper les œuvres d'un homme qui s'appelle Mohamed Al-Fitour, qui est mort récemment. Alors, qui est Mohamed Al-Fitour ? C'est un poète. C'est un poète qui est né en Égypte et qui a grandi au Soudan. Et ensuite qui a vécu à Alexandrie. Il est mort il y a peu, et justement il incarne, aux yeux de l'Égypte sans doute, cette culture binationale entre le Soudan et l'Égypte, dont l'Égypte voudrait sans doute développer, voudrait sans doute mettre en avant, pour montrer que elle a des influences culturelles très fortes au Soudan. Le Soudan, c'est un pays qui se trouve juste au sud de l'Égypte, donc on peut penser qu'il est un peu plus naturel que l'Égypte essaye d'avoir une influence culturelle sur ce pays-là, mais finalement le rayonnement ne serait pas au-delà des pays voisins de l'Égypte. Et pas du tout. Et c'est là où je reviens à mon quatrième et dernier sujet. Il se trouve que cette semaine, en même temps qu'il y a la foire internationale du livre à Khartoum, il y a également une autre foire, cette fois-ci plus importante, puisqu'il s'agit de la 21e édition de la Foire internationale du livre d'Alger, qui ouvre mercredi 26 octobre, donc dans 2 jours, et foire est un événement culturel important dans le monde arabe. Il y a 40 000 titres qui sont présentés, il y a 900 maisons d'édition, il y a 50 pays représentés. C'est une foire donc importante. Et hasard ou coïncidence, l'invité d'honneur de cette foire l'an dernier, c'était la France. Il y a 2 ans, c'était les États-Unis. Et cette année, ça sera l'Égypte. Il y aura, comme au Soudan, une centaine à peu près de maisons d'édition égyptiennes. Donc, un peu moins en termes de proportion qu'au Soudan, mais néanmoins, une part importante de la foire sera quand même égyptienne. Il va y avoir des intellectuels égyptiens qui vont venir tout au long de la foire.
Et il va également y avoir la ministre égyptienne de la Culture, Hilmi Nimnim, qui fera le déplacement en personne et qui va animer des tables rondes. On voit donc qu'à travers les exemples de la foire d'Alger et la foire de Khartoum, l'Égypte essaye de mettre en avant une influence qui serait pas seulement donc une influence géopolitique en termes de guerre, en termes d'armes, mais aussi en termes culturels. Alors, j'en finirai là. À la foire d'Alger, il y aura également un hommage. C'est pas tout à fait en lien avec l'Égypte, mais qui sera rendu à Boualem Bessaï, qui est alors un authentique héros national en Algérie. Je vous fais très rapidement sa bio. Il a pris le maquis en 1957 contre les Français durant la guerre d'Algérie. Alors, il avait une vingtaine d'années à l'époque. Ensuite, il a fait une belle carrière d'ambassadeur et de ministre, et il est mort en juillet dernier. Et je voulais vous en parler parce que donc il va être le centre de la foire, en tout cas il va y avoir un hommage qui va lui être rendu, et c'est à mon avis assez symptomatique de l'obsession de la politique culturelle officielle algérienne qui est de ne valoriser que la période de l'histoire de la guerre d'Algérie et d'honorer que des individus qui ont pris part à la guerre d'Algérie, tout simplement parce que le pouvoir qui est en place en ce moment en Algérie est issu du FLN, qui ne tire sa légitimité que parce qu'ils se sont battus contre les Français il y a 65 ans de cela, et que parce qu'ils ont participé à la guerre d'Algérie. Donc on essaye d'entretenir la mémoire de la guerre d'Algérie pour essayer de sauvegarder une légitimité du pouvoir qui s'effrite à mesure qu'on s'éloigne tout simplement de l'événement. Voilà, j'espère que la chronique vous a plu, entre le piratage du livre en Égypte, le festival de la bande dessinée au Caire et l'influence du soft power culturel égyptien à travers les foires internationales du livre de Khartoum au Soudan et d'Alger en Algérie. Pour réaliser cette chronique, je me suis appuyé sur plusieurs quotidiens, le journal libanais Al-Hayat, La Vie, le journal algérien Al-Khabar, La Nouvelle, et je me suis également appuyé sur deux quotidiens qui sont basés à Londres. Le premier s'appelle Al-Quds Al-Arabi, Jérusalem, et le deuxième s'intitule Al-Arab. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine où cette fois-ci la chronique devrait pouvoir être diffusée dans les conditions du direct. Merci et à bientôt.